différentes enseignants. Merci beaucoup. Vous avez assez tôt pour être là pour m'écouter ce matin. Donc, effectivement, je suis écologue à l'INRAE, mais je n'ai pas mis le logo de mon institution sur mon PowerPoint, qui doit être quelque part. Donc, pardon. Yes. Je n'ai pas mis le logo de mon institution parce que ce matin, je ne vais pas vous parler de science, de mes travaux scientifiques, mais je vais essayer de faire un pas de côté et poser la question comment est-ce qu'on peut se positionner en tant que scientifique, en tant que chercheur de chercheuse, en 2025 dans un monde cybernétique. Et donc c'est une question qui peut appeler une assez grande diversité de réponses. Moi je vais l'aborder ce matin parlant de l'engagement. Et comme c'est un sujet qui n'est pas scientifique, j'ai choisi de tenter un format un peu différent, qui est inspiré des conférences gesticulées. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, les conférences gesticulées, c'est un mode de médiation issu d'éducation populaire. Ça a pour vocation d'aborder des problématiques complexes par le filtre du vécu personnel. Donc les conférences gesticulées, c'est un principe de passer par l'expérience. Et donc ce que je vais tenter ce matin, c'est de vous emmener, vous raconter dans mon propre voyage initiatique de l'engagement, en espérant que peut-être ça fasse écho de votre côté à des expériences et des questionnements que vous partagez. Donc pour démarrer ce voyage, je vais commencer par vous raconter ma origin story, comme on dit dans les films de super-héros pour les méchants, pour vous expliquer pourquoi je suis là finalement aujourd'hui. Donc c'est une histoire qui démarre, on va dire, au début des années 90, et je joue au ping-pong. Je joue au ping-pong dehors avec mon grand frère. Il doit avoir à peu près 12 ans, moi j'ai à peu près 10 ans. Et pendant qu'on joue au ping-pong, il me raconte le trou dans la couche d'ozone. Parce que mon frère, je crois qu'il était abonné à Sciences et Vie Junior ou un truc du genre. Et donc il avait bien bossé le sujet. Et il me raconte que, à cause des lacs à cheveux, des déodorants, et même de la crème chantilly, les rayons du soleil vont donner le cancer. Et moi, j'ai pas très bien réagi à ça. J'ai fait une sorte de crise de panique. C'est-à-dire que, littéralement, sur place, j'ai senti les rayons du soleil me brûler. J'ai fait une crise de panique. J'ai dû rentrer à l'intérieur, me mettre à l'abri. Et suite à cette expérience un peu traumatique, je suis allée quelques jours plus tard à la bibliothèque. Et j'ai emprunté tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet de l'écologie. Et je me suis mise à faire ça. Et je me souviens en particulier, peut-être que les moins jeunes d'entre nous le connaissent, du livre de François Ramade sur les catastrophes écologiques, avec une couverture qui montrait des forêts en feu, et un contenu super anxiogène avec les pluies acides, la couche d'ozone, les catastrophes nucléaires, etc. Et donc moi j'ai 10 ans, je lis tout ça, et je pense que je réalise d'un coup l'échelle réellement planétaire que les activités humaines sont capables d'avoir. Et des choses qui me paraissaient à moi complètement immuables, presque éternelles, qui font partie intégrante de la vie telle que je suis capable de la concevoir, comme le soleil, le vent, la pluie. Tous ces phénomènes-là, en fait, sont vulnérables et peuvent être altérés, voire pervertis, par les activités humaines. Et c'est ce qu'on appelle un choc ontologique. Pour moi, à ce moment-là, ça transforme radicalement ma vision du monde. Ça me colle une angoisse existentielle assez sévère, c'est-à-dire que plus rien n'est sûr, ni l'eau qu'on boit, ni l'air qu'on respire. On peut subir ici des conséquences absolument dévastatrices de quelque chose qui s'est passé très loin et qui ne me concernait même pas. Et donc tout ça pose ma vocation. Je décide que je dois absolument sauver la planète. Et pour ça, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est devenir scientifique. Alors pourquoi est-ce que naturellement, à 10 ans, je fais ce lien très naturel entre sauver la planète et faire de la science, et dans mon cas des sciences de l'écologie? Parce que j'ai intégré une représentation du rôle social des sciences et de la recherche qui pose dans les grandes lignes que la science consiste à construire des savoirs et connaissances partagées, et que cette activité-là, elle va bénéficier à l'ensemble de la société, de différentes façons. D'abord, en contribuant à améliorer les conditions de vie pour l'ensemble des êtres vivants. Ensuite, en contribuant à éclairer les choix politiques en fonction de l'état des connaissances. Et enfin, en permettant aux citoyens et citoyennes de faire des choix éclairés pour leur destin. Alors ce schéma, certes un peu simpliste, et ce que vous expliquait Christophe Bonneuil le premier jour, c'est qu'en fait c'est bien plus compliqué que ça, mais ce schéma simpliste, il est mis en avant encore aujourd'hui par les grandes institutions scientifiques. C'est expliqué à peu près comme ça sur le site de l'UNESCO, du CNRS, de l'Académie des sciences, etc. Et ce récit-là, il est très séduisant, il est très confortable. Et en fait, un peu plus tard dans ma vie,
moi, au moment de choisir mon orientation, finalement, ça me donne bonne conscience de partir dans des sujets de sciences qui sont plutôt très fondamentaux, sur des sujets que je trouve intellectuellement super plaisants, même s'ils n'ont pas vraiment de lien avec les grandes crises écologiques. Pour vous donner le contexte, moi, ma thèse de doctorat, je la fais en regardant des lézards qui se bagarrent. Et tout ça, conforté dans l'idée que finalement, à mon échelle, en faisant avancer la connaissance, je contribue efficacement au bien commun. Et il se trouve que cette espèce d'égoïsme intellectuel, un petit peu, il se retrouve légitimé en partie par le contexte politique, puisque dans le cas de la couche d'ozone, l'alerte donnée par les scientifiques a déclenché une réaction internationale coordonnée. Il y a eu un retrait massif des CFC, qui sont les substances responsables de la formation du trou. Et d'ailleurs, le trou est en train de se boucher. Donc tout ça montre bien que c'est-à-dire la communauté scientifique dans son ensemble, contribue de manière positive à l'évolution du monde, et ce système fonctionne très bien. Alors, spoiler alerte, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais effectivement, moi, dans mon cas, ça m'aura pris du temps pour m'en rendre compte. Et en fait, pas seulement du temps, parce que beaucoup de personnes qui sont passées par là vous le diront, ça m'a pris une expérience personnelle directe pour arriver à faire tomber les œillères que j'avais sur ce sujet. Donc là, on fait une avancée rapide dans le temps. On arrive en 2017, où je suis nommée par la ministre de l'écologie au Conseil national de protection de la nature. C'est un truc où on est 60 experts et expertes, des scientifiques, des naturalistes, des gestionnaires de la biodiversité. Et on a, on a des réunions dans les ministères avec des gens très sérieux qui portent des cravates. Donc clairement, on est là pour avoir une influence sur le monde. Et pour moi, c'est la boucle qui se reboucle. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je travaille à bâtir cette fameuse expertise scientifique qui va maintenant enfin pouvoir bénéficier à la société, puisque j'ai accès à l'oreille du pouvoir. Et je me dis, moi, dans ma tête, je me dis, ah mais les pauvres, c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de l'importance des enjeux de la biodiversité et de la gravité de la situation, qu'ils prennent toutes ces décisions complètement moisies. Mais grâce à nous, au sein du Conseil, ça va enfin pouvoir changer. Voilà, vous rigolez, mais en vrai, c'est à peu près ce que j'avais en tête. J'ai un petit peu honte de vous le dire. Alors, la majeure partie de notre activité dans ce conseil, c'est de rendre des avis, favorables ou défavorables, sur des autorisations de projets destructeurs de biodiversité. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bonhomme. C'est le grand hamster d'Europe, une espèce en danger critique d'extinction, dont la France a la responsabilité d'abriter la dernière toute petite population relictuelle d'Europe de l'Ouest. Sur la carte d'en haut, en gris, c'est la répartition d'espèces en 1982, et en bas, les petits morceaux en rose, c'est ce qui reste en 2015. Et dans le petit coin là, de la France, en haut à droite, il y a un tout petit endroit où on trouve le hamster. Et donc on est consulté en 2018 pour donner l'impact, pour évaluer l'impact d'un projet d'autoroute qui passe en plein milieu de l'habitat de ce hamster. Pour vous donner le contexte, les petites zones en vert, ce sont les derniers endroits où on trouve le hamster, et la grosse ligne en rouge, qui passe soigneusement par chacun de ces petits morceaux de verre, c'est le tracé de l'autoroute. Et donc on nous consulte très sérieusement pour nous demander est-ce que vous pensez que ce projet est compatible avec le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans d'expertise sur le sujet pour dire que quand on a une espèce en danger critique d'extinction, pour situer, c'est le dernier niveau d'alerte avant espèce éteinte, qui est déjà dans un habitat qui n'est pas ouf, quand on va dégrader cet habitat en faisant passer notre route, quand on va détruire cet habitat, ça n'aura pas des conséquences favorables pour l'espèce. Donc sans surprise, le Conseil aura un avis négatif sur ce projet, mais évidemment, cet avis est consultatif. Et ça rate pas, le ministre me dit ouais, d'accord, on va la faire quand même, t'inquiète, c'est pas grave. Et donc là, en tant qu'expert, t'es pas super contente, normal, mais si tu protestes par rapport à ça, t'es un peu embêté parce que ça t'oblige à sortir de la neutralité, puisqu'on va rentrer sur un terrain moral ou politique, sur les arbitrages, et on sort de la science. Alors, parce que oui,
il y a une carte un peu magique, quand on veut se débarrasser d'un scientifique qui râle, c'est l'accusation en non-neutralité. Tout le monde le sait, le bon scientifique est neutre. C'est un pur esprit d'objectivité, détaché des influences terrestres, et sa science est vraie. Le mauvais scientifique est militant. Il instrumentalise la science au service de son agenda idéologique, et sa science est biaisée. Donc on va revenir juste 2 minutes sur cette histoire de neutralité, parce qu'on peut se mettre d'accord en fait que la démarche scientifique, elle est plus ou moins neutre, elle vise en tout cas à la neutralité et l'objectivité. Dans le cas des sciences empiriques, par exemple, c'est pour ça qu'on a des méthodologies d'acquisition et d'analyse des données qui visent à minimiser les biais. Par contre, la façon les questions qu'on choisit, la façon dont on les formule, l'interprétation qu'on fait de nos résultats, tout ça résulte de nos choix personnels en tant qu'humains, de ce qui nous paraît important à nous à ce moment-là. Et donc tout ça est ancré dans des valeurs. Même les comités d'éthique des grands instituts de recherche l'ont écrit assez explicitement dans des avis sur le sujet paru l'année dernière. Et donc il faut se défaire de ce mythe de la neutralité, qui est en fait un peu dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il passe sous silence cette question des valeurs, et en la passant sous silence, il tend à affaiblir les visions du monde qui sont divergentes par rapport au système dominant. Comme elles sont divergentes, on voit qu'elles sont différentes. Ça nous dérange, on questionne pourquoi elles sont différentes, et donc on explicite les valeurs des autres, et donc ça paraît biaisé. Tandis qu'on n'explicite jamais les valeurs du système dominant parce que ça nous paraît normal. Pour vous donner un petit exemple, la semaine dernière, j'étais à une réunion entre l'université et la métropole de la ville où j'habite, j'étais à Réunion, pour avoir un avis d'université, des recommandations sur le plan climat-air territorial de la métropole. Et en introduction de cette réunion, il y a un gars important à la métropole qui porte une cravate, qui nous explique qu'il adore la science. C'est super important pour lui d'avoir des scientifiques, parce que ce qu'il aime dans la science, c'est qu'elle est neutre, c'est qu'elle n'est pas engagée et qu'elle est objective. Alors là, moi je suis un peu... Bref. Mais je suis polie, je dis rien. Pourquoi est-ce que le gars, il prend le temps de nous dire ça en intro de son propos? C'est une façon de nous désarmer, en fait, dans nos arguments. C'est une façon de dire, attention, si vous dites quoi que ce soit qui questionne le modèle qui a été choisi pour le développement de ce plan climat, si vous questionnez les hypothèses sous-jacentes de ce modèle, c'est que vous êtes militant et que vous n'êtes pas scientifique. Donc c'est très pratique. Alors les valeurs sous-jacentes qu'on a en tant que scientifique, en fonction des domaines, elles vont avoir plus ou moins d'impact. Dans les domaines de l'écologie, des sciences du vivant, de manière générale, on a une communauté de personnes qui ont une relation émotionnelle avec la nature, avec le milieu sauvage, avec le vivant. C'est souvent pour ça que ces personnes ont choisi ces voies-là. Et donc, on a des personnes qui accordent une valeur intrinsèque au vivant et pour qui c'est important de le protéger. Et par contre, le système juridique qui régit les modalités de protection du vivant et le pouvoir politique qui les exerce et qui les applique sont eux-mêmes construits sur des valeurs qui ne vont pas nécessairement être alignées avec celles des écologues qui sont consultés pour le projet. En France, le droit de l'environnement, il fonctionne par dérogation. Ça veut dire qu'une espèce qui est protégée, ou un habitat qui est protégé, on n'a pas le droit de le détruire. Sauf si on a vraiment une très très bonne raison. Et une très très bonne raison, ça s'appelle une raison impérative d'intérêt public majeur, et l'État valide une volonté de croissance économique ou les intérêts d'un grand groupe de BTP comme des raisons impératives d'intérêt public majeur qui sont donc supérieures à l'intérêt de conserver le grand hamster. Donc ici, on a un décalage de valeur, c'est un défaut de connaissance, et en tant qu'expert, toute la connaissance du monde qu'on pourra apporter là-dedans ne changera pas le rapport de valeur. Alors, à moi, à ce moment-là, je découvre du coup avec pas mal d'amertume que ce fameux pacte social de la science qui éclaire les choix politiques, il est fictif, il ne marche pas, que contrairement à l'histoire que je me suis auto-racontée pendant 30 ans, en tant que scientifique, j'ai aucun moyen de contribuer efficacement au bien commun. On pourrait même argumenter que j'ai un effet négatif en siégeant dans ce type de truc, parce que c'est une caution scientifique à des politiques de destruction de la biodiversité. Et donc, sans surprise, mon histoire au Conseil national de protection de la nature finira pas très bien, mais j'y reviendrai plus tard. Et il se trouve aussi que cette découverte, pour moi, coïncide avec la période 2019-2021, qui incarne, à mon sens, l'avènement total de la parole politique vidée de sens et des contradictions qui sont jamais remises en question.
Il y a plein d'exemples. Si on prend juste la gestion du Covid, on passe sans cligner les yeux en quelques mois de c'est une petite grippe à il faut surtout pas mettre des masques, c'est très dangereux, à il faut absolument mettre des masques, c'est obligatoire, à c'est dangereux, mais que la nuit, visiblement, à on va rouvrir les casinos, mais on rouvre pas les parcs. Enfin bref, un tas de décisions qui sont logiques entre elles, qui ne sont pas basées sur des faits, qui ne sont pas basées sur des preuves scientifiques d'efficacité, quoi que ce soit, mais qui sont assénées hyper tranquillement, avec assurance, par le pouvoir politique comme étant bénéfiques à l'ensemble de la population et absolument nécessaires. Et c'est là, à mon avis, qu'on retrouve peut-être le seul élément du mythe original de la recherche qui fait encore à peu près sens. C'est cette responsabilité non pas envers les politiques, mais bien envers l'ensemble des citoyens et citoyennes, de transmettre des connaissances qui leur permettront d'exercer des choix éclairés, y compris au niveau politique, électoral, etc. Parce que finalement, quand on a construit son identité professionnelle sur des valeurs d'intégrité, d'éthique, de vérification des sources, de transmission des controverses, c'est intolérable de se retrouver impuissant face à un basculement global de la société dans la désinformation et le n'importe quoi. Et sur des sujets qui ont des répercussions planétaires à long terme, comme le climat, la biodiversité, des choix qui sont faits aujourd'hui, qui engagent des trajectoires de société pour lesquelles il n'y aura pas vraiment de retour en arrière possible, c'est super grave de ne pas être transparent avec ses citoyens et citoyennes. Et donc c'est bien cette mission de redonner aux citoyens la main sur leur destin dans un contexte de menace imminente qui justifie de s'engager quand on est scientifique. Donc s'engager, ça veut dire quoi? Moi, je me base sur le rapport de l'Université de Lausanne sur l'engagement qui dit que l'engagement, c'est une prise de position publique qui présente un caractère normatif, ce qui veut dire que ça se prononce en portant des jugements de valeur sur des enjeux qui sont moraux, politiques ou sociaux. Donc si je dis le projet d'autoroute qui traverse la dernière population de gros hamsters n'est pas compatible avec le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, c'est pas de l'engagement, ça c'est la description d'un fait scientifique objectivé. Mais si je dis il ne faut pas faire le projet d'autoroute qui traverse l'habitat de la dernière population de grands hamsters, parce que c'est plus important de conserver l'espèce que de gagner 10 minutes de trajet, là, c'est de l'engagement parce qu'on se prononce sur un arbitrage politique qui découle d'une hiérarchie de valeurs. Alors, ce n'est pas aux scientifiques de décider des arbitrages. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. On est en démocratie, en théorie, c'est aux citoyens et citoyennes de décider des orientations qui leur conviennent. Pour décider, il faut qu'ils aient en main toutes les connaissances, les informations sur les conséquences des différentes orientations qu'on leur propose. Et donc, quand on est face à un discours politique du en même temps, quand tu as le ministre qui te regarde dans les yeux en disant on va faire l'autoroute, mais on va aussi garder le hamster. Là, en tant que scientifique, tu es obligé de mettre en lumière la contradiction, en fait. Parce que la science, c'est l'inverse de la pensée magique. C'est-à-dire, on fait des choix qui ont des conséquences qui sont prévisibles, qui sont objectivables par l'état de la connaissance. Et donc, de la même manière que quand on relit un article scientifique, dans lequel les auteurs vont tirer des conclusions pas très solides sur les résultats ou qui ne sont pas en phase avec l'état de la connaissance précédente, c'est notre travail, en tant que reviewer, en tant que lecteur, de souligner les contradictions, de demander des corrections pour que la publication finale ne contienne pas de fausses informations. Et donc pourquoi c'est légitime de le faire? Pourquoi c'est notre travail sur une publication scientifique et ça n'est pas sur une communication politique? Notre mission, je le rappelle, elle est au service du bien commun. Donc elle est ancrée dans la société, elle ne s'arrête pas à la porte des labos ou à la porte des revues. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ok, il faut s'engager, c'est légitime, comment on s'engage? Alors au niveau individuel, on peut porter ce type de message, lancer l'alerte directement auprès du public ou dans les médias. Je vous donne l'exemple de Rachel Carson qui a écrit Printemps silencieux il y a plus de 60 ans pour alerter sur le danger des pesticides et qui a fait, voilà, en son nom, elle a publié un bouquin pour crier tout ça débat. Comme on l'a vu un peu dans les jours précédents, comme le soulignait aussi, je pense, David Chavalarias et Valérie Vincent-Delmotte, il y a une fragilité inhérente à la posture individuelle parce qu'en tant que personne, on peut facilement être attaqué, on peut facilement être délégitimé par des accusations en militantisme, en défaut d'expertise aussi, parce que sur des sujets complexes comme les grandes crises écologiques, on n'est jamais spécialiste de toutes les facettes
problème. Et globalement, dans un rapport de force aussi déséquilibré qu'on a avec le système médiatique et politique dominant, on représente une toute petite groupe. Et donc, dans le cas de Rachel Carson, elle s'est pris énormément d'attaques personnelles suite à l'apparition de son livre, dans les médias, par des personnes politiques influentes, etc. Elle s'est fait traiter d'incompétente, hystérique, normale, de vieille fille aigrie, et de communiste. Et on trouve encore aujourd'hui, sur des sites qui se prétendent rationalistes, tout le mal qu'ils pensent de Rachel Carson et de tout ce qu'elle a raconté qui était n'importe quoi, alors que je pense qu'en 2025, on peut être assez lucide sur l'impact des pesticides sur l'environnement. Donc moi, ce que je voudrais mettre ici en avant par rapport à cette posture individuelle, c'est la puissance de l'engagement collectif. Parce que sur la question des grandes crises écologiques, un des enjeux majeurs, c'est la désinformation, on est d'accord, et l'entretien des fausses controverses. Et donc l'engagement collectif, c'est une façon d'incarner le consensus scientifique sur cette question. Quand tu dis, on est 100, on est 1000, on est 10 000 scientifiques à défendre cette position, on a un élément de compétence sur la question, on est tous d'accord pour dire que ça va pas. Bah, du coup, cette position, elle devient beaucoup plus audible et plus difficile à balayer parce qu'on n'est pas 10 000 vieilles filles aigries communistes. Donc moi, j'ai choisi de rejoindre le groupe scientifique en rébellion, qui s'appelle aussi Scientist Rebellion, au niveau international, donc qui regroupe plein de scientifiques de tout profil, de toute discipline, et qui utilisent des stratégies qui sortent du rôle traditionnel des scientifiques, aussi bien de l'écriture de tribunes, du lobbying, des campagnes, etc., et jusqu'à des actions directes, comme de la désobéissance civile, tout ça dans le but d'alerter et mobiliser. Et pourquoi je les ai rejoints? Je les ai rejoints après avoir vu ça. Je les ai rejoints après avoir vu Peter Camus, qui est climatologue à la NASA, s'enchaîner à la porte d'une banque et expliquer en pleurant aux caméras de télé qui étaient là, qui voyaient plus d'autres choses à faire parce qu'on n'écoutait pas. Je les ai rejoints après avoir vu Julia Steinberger, qui est économiste et autrice du GIEC, se faire embarquer par la police après avoir bloqué une route avec dernière rénovation en Suisse. Donc j'ai vu des personnes que j'admire scientifiquement, qui ont contribué déjà beaucoup en fait à l'état de la science et qui se sont retrouvés à utiliser leur corps en dernier recours pour lancer l'alerte parce que leur science n'avait pas suffi. Et moi ça m'a ému et ça m'a donné de la rage et ça m'a donné du pouvoir parce que je me suis dit, en fait on n'est pas obligé d'être impuissant. On peut toujours au moins faire ça. Et vous savez, cette fameuse question rhétorique qu'on pose parfois quand on parle de la résistance ou des mouvements des libertés civiles, on dit de quel côté de l'histoire vous seriez trouvé? Moi, j'ai choisi, et ça va être de leur côté à elles et elles. Alors, quand on rejoint ce type d'engagement, c'est d'abord en réaction à ce qui se passe hors des labos, dans la sphère publique. Par effet de ricochet, ça revient. Parce que ça nous oblige à réfléchir de manière complexe à des problématiques interdisciplinaires, à intégrer des choses qui sont un peu en dehors de notre domaine de confort. Et ça revient à interroger la façon dont nous, on fait la science dans nos labos, de nos pratiques. Parce que quand on s'est éduqué au sujet de la neutralité, au sujet des valeurs, ça revient questionner tous nos positionnements, aussi bien individuels que institutionnels. Questionner les questions, les objets de recherche, questionner la façon dont on fait la recherche. Parce que la recherche, elle ne se fait pas en dehors de la société, elle est dedans, et elle emporte tous les travers. C'est-à-dire que les rapports de domination, les visions managériales, l'obsession de l'innovation, les mises en concurrence, tout ça perfuse les institutions dont on fait partie, et tout ça n'est pas neutre. Tout ça reflète certaines valeurs qui sont dominantes dans notre société, mais un truc qui est vachement bien avec le système académique, c'est qu'à l'intérieur du cadre, on dispose d'une assez grande liberté de manœuvre malgré tout pour l'instant. Et donc on peut choisir de construire une autre pratique de la recherche qui répondrait à d'autres valeurs. Donc il n'y a pas forcément une seule valeur qui soit bonne pour tout le monde, on est d'accord. C'est très personnel. On peut peut-être se mettre d'accord sur une sorte de socle commun qui serait inspiré du serment d'Hippocrate. En premier, ne pas nuire. Et est-ce qu'on peut appliquer ces principes de non-malfaisance à toutes nos activités, à toutes les dimensions de nos activités? Au niveau des activités de recherche elles-mêmes, la question de l'empreinte environnementale des recherches. L'empreinte directe, la façon dont on fait la science, qui est un sujet qui est super bien traité par le collectif Labo 1.5. Le sujet de l'empreinte environnementale indirecte, via les financements qui nous aident à travailler pour savoir qui profite le travail qu'on fournit.
on s'est posé cette question-là plusieurs fois au cours des 3 jours, une question des objets de recherche. C'est-à-dire que travailler sur l'exploration minière en eau profonde, ou sur les algorithmes de reconnaissance faciale, je pense qu'on c'est pas neutre. Et la question, c'est est-ce que ça contribue à améliorer les conditions de vie pour l'ensemble des êtres vivants? De manière moins caricaturale, en fait, on a un petit potager, pas très grand, dans lequel on veut se nourrir. Et donc, on a le choix, est-ce qu'on peut planter des roses ou des patates? On ne pourra probablement pas faire les deux. Et donc, à chaque fois qu'on veut explorer une nouvelle question, on se dit, ah, mais ça a l'air chouette. On peut se poser cette question-là, est-ce que ça justifie d'y consacrer des ressources qui sont si rares, qui vont l'être de plus en plus et si précieuses? Ce questionnement-là, il peut aller jusqu'à des réorientations. Chez Scientifiques en Rébellion, c'est très fréquent. Les gens réorientent leurs recherches pour caler avec leurs valeurs. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai arrêté de travailler sur des projets de dynamique des populations théoriques et je me suis mis à travailler plutôt sur les fondements de la biodiversité. Et enfin, troisième dimension sur laquelle on peut poser cette question, c'est sur les rapports humains. Parce que dans un système de recherche, on est en sélection par la compétition de manière très intense entre les individus, les équipes, les labos, les pays, etc. Et on a des systèmes, des structures dans lesquelles les rapports de domination sont très présents et très forts. Des rapports de domination classistes, racistes et sexistes. Et en tant que femme, assez bêtement aussi, j'ai découvert très tardivement. Je vous disais que mon expérience au Conseil national de protection de la nature, c'était pas très bien fini. Enfin, pas pour des raisons scientifiques, mais à cause d'une situation de harcèlement sexuel dont j'ai été victime. Et j'ai réalisé que j'avais cru toute ma vie que j'étais protégée de ces rapports de violence de genre, de violence sexuelle, par mon statut de scientifique, puisqu'on est une communauté de purs esprits qui ne voient ni les genres ni les couleurs. Donc là aussi, ça a été compliqué d'atteindre. Et c'est une autre expérience transformative pour moi liée à l'engagement collectif, c'est d'avoir trouvé un espace dans lequel ces questions des rapports de domination, elles sont abordées explicitement. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait, tout n'est pas résolu. Mais le fait de les nommer, le fait d'en parler, ça permet de chercher à les reconnaître et de chercher à les corriger. Et cette posture-là, elle revient nécessairement à imprégner toutes les relations qu'on a en dehors, dans nos collectifs de recherche, dans nos labos, dans nos équipes, et dans tous les jurys, les comités, etc., où on va siéger par derrière. Donc finalement, un peu par effet de cascade, se poser cette question de l'effet qu'on a sur le monde, de le rendre le moins négatif possible à défaut de le rendre positif. Ça participe d'une sorte de déconstruction d'un modèle scientifique dominant qui est blanc, mâle, compétitif, élitiste et globalement climaticide. Et cette déconstruction laisse de la place pour reconstruire autre chose, pour reconstruire des schémas de pensée qui sont plus riches, finalement plus complexes, et à mon avis qui nous permettent de mieux comprendre le monde. Je vais finir sur cette photo, là c'est moi. Je continue à jouer au ping-pong dehors, j'ai plus peur, avec mes enfants. Et j'aimerais bien qu'ils puissent continuer à faire ça avec leurs enfants sans avoir peur. Je ne sais pas si ça sera possible, on parle de tout ce sujet, on transmet. Ce que je leur transmets aussi, et moi c'est ce qui m'a manqué à mon avis, c'est qu'on peut refuser d'accepter un futur évitable. On peut se rendre acteur du monde, et que cette mobilisation, cette mise en action, elle se déclenche en réaction à des émotions qui sont négatives. On y va parce qu'on est désespéré, on y va parce qu'on est terrifié, on y va parce qu'on est en colère. Mais ces émotions, elles peuvent se sublimer en émotions extrêmement positives, parce que l'engagement, c'est avant tout une rencontre avec des vrais pairs, des gens qui partagent des valeurs, qui sont prêts à se mettre en danger pour les défendre, et ça, c'est une expérience humaine extrêmement intense. Donc moi, je me retrouve un peu comme dans Matrix, si on me propose le choix entre la pilule bleue pour retrouver mes petites œillères, tranquille, retourner dans mon petit labo, au chaud, écrire mes petits papiers, ou prendre la pilule rouge pour continuer à voir cette réalité en face. Et bien même si cette réalité, elle est violente, elle est parfois désespérante, je ne choisirais pas de revenir en arrière parce que grâce à tout ça, je suis devenue une actrice consciente de notre destin collectif et peut-être que j'ai enfin arrêté de trahir mon moi de quand j'avais 10 ans. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous recommande cet excellent petit livre dont tous les droits d'auteur sont reversés au collectif. Ça permet de payer par exemple des frais d'avocat. Et je vous dis avec amour et rage.